J'avais rêvé de ce projet. Va, Fais de ta vie un rêve, voir, fais de tes rêves une réalité. ailleurs. Un lieu de pédagogie. Vivant, convivial. Si, La difficulté du vivre ensemble et du collectif. L'argent, c'est le pouvoir. j'y suis. Va voir ailleurs si j'y suis. Il y a très souvent beaucoup plus de questions que de réponses. Salut, c'est Mélanie. Salut, c'est Marina. Je me souviens quand j'étais plus petite, on me demandait souvent à l'école qu'est-ce que j'avais envie de faire. Toi, tu savais ce que tu voulais faire, Marina ? J'avais plein d'idées, je voulais faire plein de choses différentes. Je savais déjà que j'avais envie de voyager, mais à l'école, on me disait pas trop que c'était possible de lier tout ça dans un métier. Et toi, du coup ? Moi, je crois que j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Et je trouve que des fois, c'est difficile de mettre des mots sur des métiers. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de faire plein de choses différentes. C'est ça qui m'intéresse. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui ont fait le choix de réinventer leur métier et de vivre de leur passion. Pendant 3 mois d'itinérance, avec une voiture et notre tente, nous sommes allés à la découverte d'associations et de ces projets qu'on appelle tiers-lieux ou écolieux pour mieux comprendre leur fonctionnement. L'idée de ce podcast est de vous faire vivre ce voyage avec nous et de vous donner aussi toutes les clés pour lancer votre propre projet. En fait, le mot tiers-lieu, il existe depuis pas très longtemps. En tout cas, en France, il est utilisé depuis pas très longtemps. Enfin, qu'est-ce que c'est un tiers-lieu ? C'est un lieu où les gens... Non, c'est pas un lieu, c'est qu'est-ce que ça défend, comment c'est ancré. Je pense qu'en fait, Bouillon Cube fait tiers-lieu depuis la création de l'association. Là, entre mai et juin, on a fait l'inauguration du tiers-lieu officiel. Donc, c'était là, on n'était pas rien au final. Le lendemain, on recommençait pour les gens du village. On a accueilli les Espagnols et les Finlandais. On est parti en Finlande une semaine. On a lancé toute la saison, on a fait les 18 dates de la Dinette, on a fait 2 routes de la voie, enfin là depuis un mois et demi. Épisode 5. S'ancrer dans un territoire rural. Aujourd'hui, on est arrivé à l'association Bouillon Cube, qui a un lieu qui s'appelle La Grange. C'est pas très très loin de la distillerie où on était avant, c'est à 1 heure de route. Le lieu est très très joli, avec beaucoup d'arbres, puisque on est dans la garrigue. Et donc, heureusement qu'il y a beaucoup d'arbres, parce que sinon, ça serait pas très agréable, je pense, de vivre ici, et même de venir voir des spectacles ici. Et donc, le lieu se prête vraiment bien pour accueillir du public. Je sais pas si on l'entend, mais on est toutes les deux un peu malades avec Marina. Alors si, on l'entend, c'est la Marina du futur qui parle, et j'espère que ça vous dérange pas trop les petits bruits de nez. Donc je vous souhaite quand même une bonne écoute. Pour cette 5e étape, on s'est arrêté à La Grange, un tiers-lieu culturel porté par l'association Bouillon Cube et qui se situe à Causse de la Selle, une petite commune rurale située entre les gorges de l'Hérault et la vallée de la Buège. L'association existe depuis 2006 et a été créée par 2 amies, cofondatrices du lieu, Claire et Élise, qui se sont retrouvées dès le début autour de cette volonté commune de construire un projet culturel en milieu rural. En 2021, Bouillon Cube se développe et inaugure l'ouverture du tiers-lieu La Grange, qui matérialise et concrétise un travail mené par l'association depuis longtemps déjà, celui de s'ancrer localement et de répondre aux besoins des habitants et des habitantes de la vallée. Ce qui fait la force de ce projet, c'est sa volonté de relocaliser l'économie et de participer au dynamisme de son territoire, sur un bassin de vie qui compte pourtant moins de 1000 habitants. Et c'est aussi sa volonté de proposer un projet complet avec des espaces de travail partagés, un studio de musique, une cuisine professionnelle, des résidences pour les artistes, un espace de vie sociale appelé la Boussole, ou encore une programmation culturelle riche et de qualité, en accord avec les valeurs d'éducation populaire et d'accessibilité qu'elle porte. Ce qui nous a plu aussi avec ce projet, c'est la cohérence globale de ses engagements, en sensibilisant au harcèlement sexuel et aux violences sexistes via la mise en place du KIF, le kit inclusif et festif, en adoptant des mesures de protection de l'environnement sur leur terrain, ou encore en proposant des formations et des temps d'échange aux porteurs et porteuses de projets pour faire circuler les savoirs. C'est un projet qui fait sens en tout point.
Quand on est arrivé sur place, on a été accueillis par Estelle, en alternance à Bouillon Cube, et qui nous a fait une petite visite des différents espaces. Je m'appelle Estelle et je suis apprentie. Je suis en master 2 direction et gestion de projets et d'établissements culturels. Et je suis ici, du coup, dans le cadre de mon apprentissage, chargée de projet sur la partie sur l'axe coopération européenne et internationale et l'axe égalité homme-femme. Notamment, je suis en charge du projet du kit inclusif et festif, le KIF. Voilà, et de son essaimage pour une deuxième étape de ce projet-là. Et bah du coup, ici, donc vous êtes dans un tiers-lieu qui s'appelle La Grange. La porteuse de projet de ce tiers-lieu, c'est Bouillon Cube, l'association Bouillon Cube. Mais à l'origine, l'association Bouillon Cube, c'est 3 pôles. C'est un pôle européen, de coopération européenne et internationale. Ensuite, on a un pôle, un axe jeunesse, qui est un axe qui est aussi un axe historique, c'est comme ça qu'on présente l'association. Donc le premier c'est coopération, le deuxième c'est l'axe jeunesse, qui est un axe dans lequel on a des camps d'été. On a également un centre aéré qui est un peu la pierre angulaire de cet axe-là, qui est sur 2 villages, donc Causse de la Selle et Notre-Dame, mais qui réunit des enfants de 7 villages autour de ces 2 sites-là. Et on a également un axe enfin, qui est un peu le côté visible de l'iceberg, quoi, et que tout le monde connaît, c'est l'axe culturel. Et en fait, dans ce cadre-là d'axe culturel, on fait à la fois de la programmation, de la diffusion, on fait aussi de l'aide à la création. Donc on accueille des artistes en résidence. Voilà, on suit des artistes et ensuite on programme également des artistes durant des festivals qu'on a, que ce soit le Festival de la Dunette, qui est aussi un festival jeune public, et Festival de la Mixture auquel vous allez assister vendredi, qui commence vendredi, et un autre festival qu'on a en septembre qui s'appelle le Festival le Week-end, et qui est un festival de musique traditionnelle et métissée. Voilà, et donc cette association-là, à partir de 2018, a commencé après qu'il y ait eu des besoins qui aient été exprimés par les habitants, parce que ici, en fait, si vous voulez, ça ressemblait pas du tout à ça, mais il y avait des bureaux dans une autre partie, et il y avait toujours des personnes, en fait, du territoire qui venaient, qui connaissaient, en fait, le lieu, et qui venaient travailler sur un coin de table, enfin voilà, parce qu'il y avait un besoin, en fait, aussi de casser un peu l'isolement que ça peut créer, de vivre aussi et de travailler dans ce territoire. Et du coup, il y a eu ce besoin-là qui a émergé. Et suite à ça, c'est vrai que l'association s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et est venue l'idée de créer le tiers-lieu. Et aussi parce qu'il y a eu cette opportunité avec le label Fabrique de Territoire. Et qu'on est aussi une association qui est implantée quand même depuis un certain temps. C'est parce que c'était une association qui est présente depuis 17 ans sur le territoire, qui... en fait, il n'y a pas de problème de participation, parce que ça émane directement, mais si ça émane, c'est parce qu'il y avait aussi une proximité des gens avec l'association, avec le lieu, et qu'il y avait déjà une habitude, en fait, de venir ici. En fait, le tiers-lieu existait avant que les murs existent. Et je trouve que c'est aussi une notion très intéressante de détacher la notion aussi de tiers-lieu d'un lieu physique, enfin dans ce tiers-lieu-là, particulièrement à La Grange, c'est de se dire que tout ça était déjà présent avant que le lieu physique arrive. On va peut-être commencer, comme ça je vais... Là ici donc c'est le préau comme je vous l'ai présenté, donc c'est le lieu de convivialité du tiers-lieu. Donc on a une cuisine où les coopérantes peuvent se faire à manger, on a l'espace café qui est très demandé. Hop, alors d'habitude je vous fais passer par la pièce de résidence, mais malheureusement là aujourd'hui on a un artiste qui est en résidence, donc je pourrais pas vous y faire passer, peut-être vous pourrez la visiter à un autre moment quand il n'y est pas, mais là je crois qu'il y est. Mais alors on va passer par derrière. L'artiste dont elle parle, c'est Michael. On n'a pas osé aller le déranger parce qu'il était en pleine session de travail sur sa future pièce de théâtre, une pièce autour des enjeux environnementaux et de notre dépendance aux hydrocarbures. Il est reparti quelques jours plus tard pour plusieurs dizaines de kilomètres à bord de son vélo, parce qu'il ne se déplaçait qu'à vélo, sous le soleil et les chants reposants des cigales. On a continué la visite pendant presque 1 heure encore avec Estelle. Et on a terminé par une discussion à l'extérieur sur un banc autour de son sujet de mémoire,
à savoir dans quelle mesure les pratiques des tiers-lieux participent à une transformation sociale. C'était hyper intéressant et on pourrait consacrer un autre épisode entier rien qu'à cette question. On peut malheureusement pas tout garder dans cet épisode. C'est sur l'escalier de Claire. Il y avait plein de trucs bizarres dedans. Tu peux cheater et me faire un bonne nuit. Hyper naturel. Bonne nuit. Encore, tu veux? Non, je pense que c'est pas mal. Enfin, si refais-en un et après, genre silence comme ça, j'ai le bruit de fond après. Ça me fait rire. Bonne nuit. Merci de nous accorder de ton temps sur ta pause. Pas de problème. Non, mais on fait souvent ça en fait, hein. Des repas réunions. C'est très fréquent, pas de problème. Ça va? Vous trouvez un peu vos marques? Ouais, c'est super cool comme endroit. Donc là, on est sous le Micocoulier, qui est un peu un espace un peu central de la grange, et on est en train de manger avec Élise. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Élise Armentier, co-directrice de la structure Bouillon Cube, qui est chef de file du tiers-lieu culturel La Grange et qui porte les activités culturelles, jeunesse et européennes depuis 16 ans maintenant sur le Causse de la Selle. Donc on a fait nos petites recherches et on a trouvé ça assez impressionnant en fait de voir qu'avec Claire, donc la cofondatrice, vous avez eu cette idée très jeune et vous avez commencé à lancer le projet au début de la vingtaine. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ce moment de début du projet Ouais. Alors, Claire, elle est originaire d'ici, du Causse de la Selle. Et on s'est rencontrés à l'université Paul Valéry, mais avec une antenne qui est à Nîmes, à la fac Vauban. On était toutes les deux étudiantes là-bas et on était sur une formation de médiation culturelle et communication et art plastique. Et on avait un projet à monter chaque année dans le cadre de cette formation-là. Et du coup, on a monté un projet qui s'appelle le Festival Villageois au Causse de la Selle en 2001, 2002 et 2003. Et là, pour le coup, c'était vraiment un festival ponctuel sur une journée qui était déjà pluridisciplinaire autour du spectacle vivant. Donc, on était en lien avec la mairie, avec les habitants et habitantes. Et en fait, très rapidement, on a eu envie d'aller un peu plus loin dans le projet, de travailler en milieu rural, ça c'est clair. C'était quelque chose qui nous anime toujours, mais qui nous animait quand on était jeunes. On a passé la première soirée où on s'est rencontrés avec Claire à parler des questions de ruralité, de comment développer justement des pôles ruraux comme on veut le faire et on tend à le faire avec le lieu de la Grange, où peuvent se brasser plusieurs publics, plusieurs activités, et qu'au final on puisse avoir une dynamique qui soit aussi riche et aussi importante que ce qu'on peut avoir dans des bassins urbains. Et du coup, voilà, après on a fait des études un peu, on a continué nos études, on a fait pas mal de voyages, on a pas mal vadrouillé. On est revenu du coup en 2006 sur ce lieu, avec la possibilité du coup de s'installer dans ce lieu, la Grange. Donc on avait effectivement 23 ans à l'époque et avec l'envie précise de le faire vivre et de partir vraiment sur un projet d'éducation populaire qui puisse être un outil pour les habitants-habitantes et qui puisse mélanger autant l'outil culturel que l'outil social, que l'outil mobilité, que l'outil interculturalité. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a appelé Bouillon Cube, parce qu'il y avait le côté bouillonnement en fait, des activités, de ne pas focaliser que sur une programmation culturelle. Ça avait du sens dès le début pour nous de travailler avec les familles, les parents, les enfants du territoire Causse de la Selle et des communes, 3 communes à côté, de la vallée de la Buège, mais aussi après sur un territoire plus élargi de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Et voilà, et on s'est lancé du coup dans cette aventure. Alors on n'était pas seuls, on était un collectif quand même d'amis à la base, qui sont encore présents et présentes auprès de nous, que ce soit au niveau du conseil d'administration ou en étant juste bénévole à l'occasion des soirées ou sur des temps de montage du site, sur ce genre de choses. Mais on était plutôt une quinzaine de personnes. Après, on avait clairement, nous, l'envie, toutes les deux, de se professionnaliser, parce que les autres avaient soit déjà des boulots, soit déjà d'autres projets, ou pas forcément à la dispo, ou pas forcément les compétences aussi.
nous, de par nos compétences universitaires et des stages et des expériences professionnelles qu'on avait eues, on avait vraiment une complémentarité de formation qui faisait qu'on pouvait vraiment partir sur cette partie culture, jeunesse et Europe. Voilà. Et donc on s'est lancé en créant l'association fin 2006 et en lançant notre première programmation culturelle en 2007, l'été 2007, donc en extérieur. Et les premiers accueils d'artistes en résidence en 2008 et les premiers accueils d'enfants dans le cadre d'ateliers de pratique artistique et culturelle en 2008 aussi. Donc tout s'est enchaîné assez vite en fait. Et voilà. Et le bouillon est né. Et du coup, pendant tout ce temps, vous étiez bénévole? Alors non, on n'a pas été, on a été salariés, du coup grâce à des contrats aidés, on a pu quand même, c'est ça, alors après sur des contrats aidés au début à 20h. Hein. On a eu la chance toutes les deux de toucher le chômage en fait sur pratiquement la première année où on a travaillé, donc effectivement on était bénévoles. Mais en septembre 2007 et ensuite en janvier 2008, on est passé sur des contrats aidés l'une et l'autre à 20h dans un premier temps. Et puis après, voilà, on a continué petit à petit, on a pu monter à 26 heures, et puis ensuite à passer en CDI, puis après on a eu des arrêts congé maternité l'une et l'autre, pas forcément au même moment, et puis voilà, passer à 30 heures, et puis on a réussi à passer, ça on le dit souvent parce que mine de rien c'est assez symbolique, on est passé toutes les deux sur des contrats en CDI à 35 heures en 2016, donc 10 ans après la création de l'association. Voilà. Et après, entre-temps, on a réussi aussi à continuer pas à continuer, mais à développer aussi d'autres postes avec d'autres personnes sur des contrats aidés aussi, ou après sur des embauches très spécifiques, sur les accueils de loisirs avec des embauches d'animateurs et d'animatrices. Voilà, mais en tout cas, on était vraiment toutes les deux à 35 heures en 2016. Et par contre, là maintenant, on est sur une équipe, on est plutôt sur une équipe de 6 personnes, avec une salariée en apprentissage, des personnes qui sont à 20 heures, des personnes qui sont à 35 heures. Donc il y a vraiment eu un bond, en gros, entre 2018 et 2022 sur le grossissement de l'équipe de salariés. Certainement qu'à force de voir, mais c'est vrai qu'au début ça a été très compliqué. Alors dire non, on ne va pas se spécifier dans quelque chose, on est au Cos de la Selle. Pour arriver en spectacle, les gens ici ils font 60 bornes. On ne va pas dire on va faire que du nouveau cirque, parce que c'est stupide, ça n'a pas de sens. Ça a été compliqué. La personne que vous entendez, c'est Claire, la cofondatrice du lieu avec Élise. On l'a suivie pendant une des visites qu'elle organise assez régulièrement sur le site pour des porteurs et porteuses de projets. En fait, ce sont des visites où les personnes peuvent venir poser des questions parce qu'elles ont quand même pas mal d'ancienneté maintenant. Elles ont pas mal de connaissances du montage d'un tiers-lieu et leur objectif aussi, c'est de développer un pôle un peu de formation pour les porteurs et les porteuses de projets. Et donc, on a rejoint le groupe pour participer à la visite avec eux. Et du coup, je peux vous parler du coup du tiers-lieu, un peu du fonctionnement, parce qu'en général il y a quand même des questions là-dessus. Donc vous allez voir les différents espaces. Nous, on est vraiment sur un projet qui met au-delà de tout l'impact local et la co-construction, la participation. Voilà, c'est quand même vraiment le fer de lance principal, l'ADN de ce que nous on défend. Donc il y a deux manières de participer aux activités du tiers-lieu, soit en tant qu'extérieur, soit en tant que coopérant-coopérante. Et du coup, il y a vraiment une différence de tarif sur ce qu'on propose. Voilà. Donc il y a, dans le tiers-lieu, il y a des bureaux fermés, il y a des bureaux en espace partagé, il y a une cuisine aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a fait un diagnostic avant, on a fait un questionnaire à tous les habitants du coin pour savoir ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient. Et la cuisine, en fait, est arrivée assez haut dans les besoins. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens ici qui font les marchés, qui font de la transfo, qui font de la confiture de châtaigne 15 jours par an par exemple, enfin voilà, et qui font ça un peu chez eux, donc déjà il n'y a pas forcément les normes d'hygiène, et puis c'est pas pratique, en général on n'a pas les grosses gamelles, les grosses tout ça. Donc il y avait plein de besoins comme ça, donc on a décidé de monter une cuisine, donc exactement comme un bureau partagé, mais c'est une cuisine professionnelle partagée, et en fait sa cartonne elle est pleine tout le temps. Voilà, c'est peut-être le truc le plus finalement le plus à fond ici. Dans les bureaux partagés, il y en a 7. Alors c'est très variable. Là, on sent vraiment qu'on attaque l'été et que c'est quasi vide. Il y a genre 2-3 personnes max par jour.
Par contre, l'hiver, on a eu des jours où c'était plein, donc c'était cool, ça commence, voilà, en sachant qu'on peut aussi, il y a besoin de trouver des solutions. Enfin, là, les bureaux, c'est des bureaux comme ça, ils sont énormes, qu'on pourrait très bien mettre des bureaux plus petits s'il y avait besoin, s'il y avait plus de besoin, voilà. Il y a un abonnement de 5 € par mois, donc c'est pas énorme, mais par contre qui est pour une période de 6 mois quand on s'engage. Et sur cette période de 6 mois, on s'engage à venir aussi à une réunion plénière une fois par mois. Donc on n'est pas obligé de participer à tous les groupes de travail, mais au moins d'être présent à la réunion plénière. Évidemment, on met en place une visio, parce que quand c'est le but de réduire un peu les trajets. Si un jour où la personne n'est pas sur le tiers-lieu, c'est bête qu'elle vienne exprès de Saint-Martin-de-Londres pour faire une réunion. Donc on peut faire aussi en visio, mais voilà, c'est une présence qui est un peu rendue obligatoire si on veut avoir les tarifs coopérants. Voilà. Donc par exemple, un coopérante, un bureau partagé, dans l'espace de bureau partagé au mois, c'est 64 €, TTC, tout compris. Chauffage, internet, etc. Donc on est sur des prix qui sont assez bas, mais qui sont pompés sur ceux de la filature du Mazel, en milieu rural, voilà, c'est pas complètement délirant. Parce que, ça c'est aussi très différent, je pense, selon les localisations. En campagne, les gens ne viennent pas ici parce qu'ils ont une obligation, il ne manque pas d'espace chez eux. En soi, tout le monde a une pièce qui peut servir de bureau ou un salon. Enfin voilà, c'est assez différent, je pense, de ce qu'on peut rencontrer en ville. Du coup, on vient vraiment ici pour la plus-value, pour la rencontre, pour l'échange. Et c'est souvent aussi des gens qui sont encore un peu précaires dans leurs activités. Alors, on a un peu des chercheurs-chercheuses qui sont installés, qui pourraient peut-être payer plus. Mais après, on a pas mal de personnes qui sont vraiment en début d'activité. Et du coup, l'idée, c'était pas d'aller taper trop fort au porte-monnaie. On préfère aller chercher de l'argent public et avoir des tarifs les plus raisonnables possibles, quoi. Et sur la cuisine, par exemple, c'est 10 € par jour pour des coopérants-coopérantes, en sachant que ça comprend les produits d'entretien, l'électricité, le gaz, la lessive des torcherons, enfin tout ça, et 50 € pour des personnes extérieures. Donc c'est pas fermé à des gens qui ne veulent pas s'intégrer au projet. Par contre, ils vont payer leur journée à l'espace de coworking, je sais plus combien, 20 €, alors que les autres vont payer 5. C'est vraiment histoire de valoriser la participation, l'implication, mais sans que ça soit, en fait, on n'est pas méchant avec ceux qui disent « mais moi j'ai les moyens de payer plus cher, je veux travailler dans la cuisine, mais je veux pas participer à des réunions, etc. » Participer à la construction du projet, ça reste ouvert, ça reste... et on les déteste pas, quoi. Il n'y a pas de... C'est l'histoire de pas rendre la participation comme quelque chose d'indispensable et de... Voilà, par contre, forcément, on ne construit pas de la même manière avec des gens qui sont impliqués qu'avec des gens qui sont usagers. D'où le fait qu'on n'utilise pas l'appellation d'usager-usagère comme la plupart des tiers-lieux. Pour nous, il y a vraiment la notion de coopérant, coopérante. Voilà. Je vous ai sorti les fiches tarifs aussi. Et puis on peut aller faire... Ça représente combien de personnes à peu près ? On est 28 structures coopérantes. 28 structures. Ouais. Mais en sachant qu'on est sur un bassin de vie. Donc quand je parle de bassin de vie, je parle des 4 communes autour. Donc Causse de la Selle, Saint-Jean-Buège, Saint-André, Péguerolles. Bon, alors Péguerolles, il y a 44 habitants, mais voilà. On est sur un bassin de vie de 700 habitants. Donc voilà. Après, il n'y a pas que des personnes qui viennent de ces 4 villages-là. Il y a un peu de personnes qui viennent de Saint-Martin-de-Londres et un petit peu du Gangeois, mais assez peu. C'est quand même principalement les gens des 4 communes. Donc voilà, 28 sur 700 habitants, c'est pas mal en fait. C'est beaucoup, ouais. C'est énorme. Ouais. Bah, ils sont tous affichés là-bas. Voilà. Alors après, c'est des coopérants-coopérantes qui soient soit dans des bureaux fermés, soit dans l'espace de bureau partagé, soit sur la cuisine, soit sur l'occupation du kiosque d'activité qu'on va visiter, où ont lieu des cours de danse pour les enfants toutes les semaines, 3 cours de yoga, des cours de chant. En général, c'est les personnes qui ont leur activité professionnelle implantée sur le lieu, quoi. Après, nous, la première réunion avec les coopérantes au futur, alors il y en a qui sont jamais venus parce qu'ils ont changé de projet, tout ça, c'était 2 ans avant l'ouverture du tiers-lieu. Donc 2 ans, on a fait une réunion. Au début, juste c'était plutôt de l'information, et puis 1 an avant l'ouverture, c'est vraiment devenu des réunions de co-construction. Et après, on a fait circuler un questionnaire. Un frama sur internet qui a été vraiment bien rempli, qui nous a super aidé. Ah ouais. Ben ouais, typiquement le bureau, on voit bien que le bureau fermé dans le coworking il est un peu rajouté. Ouais. Ben, c'est parce que concrètement on avait plus de demandes de bureaux fermés, qu'en cours de travaux on s'est dit ok là on va avoir besoin machin, enfin voilà. Parce qu'on savait que ça nous a permis de orienter vraiment les demandes, quoi. C'est les ressources qu'on aura. Parce qu'après les machines bêtes de covoiturage. Ce qui est bien par contre, c'est qu'il n'y a aucun comité scientifique. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut parler un peu de... Enfin, il y a beaucoup de monde sur les lieux, des gens qui habitent et les gens qui viennent à la journée, etc. Et comment est-ce que ça se passe au niveau de la prise de décision, des réunions, de la gouvernance de manière générale avec les autres personnes Alors, c'est vraiment des choses complètement différentes. Les personnes qui vivent ici à partie privée, il y a un fonctionnement avec
avec des réunions mensuelles collectives, et c'est vraiment sur la partie privée. Et après, en tout cas pour le tiers-lieu, avant même d'avoir les locaux et l'ouverture du tiers-lieu en septembre 21, on a lancé une dynamique coopérative dans l'idée de faire une réunion une fois par mois, une réunion plénière une fois par mois, et des groupes de travail thématiques. Il y a eu un groupe de travail autour du fonctionnement et de l'écriture d'une charte, de réfléchir aux tarifs et d'établir une grille tarifaire aussi. Vraiment, ça a été fait en commun avec les personnes futurs usagères du tiers-lieu. Il y a eu un groupe de travail animation, donc vraiment sur toute l'animation du tiers-lieu, sur les temps aussi, en lien avec le lieu de convivialité, de qu'est-ce qu'on allait pouvoir mettre en place autour de l'inauguration du tiers-lieu, mais en règle générale de manière hebdomadaire, sur des petits temps où on peut se retrouver, comment on peut faire le lien entre les différentes personnes. Et puis un groupe de travail autour de la communication, donc sur les noms des espaces, sur des panneaux, sur une bâche à l'entrée qui permet d'expliquer le projet, de présenter toutes les structures coopérantes du tiers-lieu. Voilà. Et ça c'est une dynamique qui s'est mise en place pratiquement 1 an et demi avant l'ouverture du tiers-lieu et qui continue encore maintenant. Donc on a des réunions plénières. Voilà. Après il n'y a pas de système de gouvernance en soi, mais les décisions sont collégiales, on les prend ensemble. Après il y a un chef de file, clairement, le chef de file du projet tiers-lieu c'est Bouillon Cube qui le porte, qui porte la charge financière aussi. Du coup c'est nous qui gérons toute la partie facturation et puis qui faisons tous les achats en fait du matériel qu'il faut, ou de racheter l'huile d'olive qu'il y a dans l'espace convivialité qui manque, ce genre de choses, les produits ménagers, qui embauche la personne qui est sur la régie site pour s'occuper de tout ce qui est bricolage, gestion du site, qui embauche la personne qui fait le ménage aussi une fois par semaine, même si le ménage c'est entre une personne qui est embauchée et aussi les coopérants-coopérantes qui tournent, et une liste de ménage qui a été établie, et du coup tout le monde fait un peu aussi chaque semaine des tâches, aller vider le compost, vider les poubelles, nettoyer, vider les frigos, ce genre de choses. Mais en tout cas, Bouillon Cube porte vraiment le projet au niveau financier, logistique, organisation, mise en réseau aussi au niveau du département, de la région et national. Mais par contre, on est vraiment dans un fonctionnement collégial et coopératif sur l'organisation logistique, les retours qui sont faits, les propositions, les suggestions, les initiatives. Voilà. Et du coup, on est en train de changer là, à l'heure actuelle, les statuts de Bouillon Cube, puisqu'on avait des statuts qui dataient de la création de l'association. Donc on est en train de passer sur un système de collège associatif. Donc on reste sur un statut, une entité juridique d'association loi 1901, mais avec l'idée que ça fonctionne en collège thématique, parce que les collèges existent déjà en fait. Il y a déjà en fait le collège via la réunion plénière et les coopérants-coopérantes qui se retrouvent tous les mois. Donc il y a ça, il y a un comité de pilotage pour l'espace de vie sociale La Boussole qui existe aussi déjà, avec des élus, des habitants du territoire, des bénévoles de l'association, des intervenants-intervenantes. Il y a aussi un CA qui est un peu plus à l'heure actuelle historique, j'ai envie de dire, et qui s'occupe un peu plus de toute la partie culturelle, programmation culturelle, le lien avec les artistes en résidence, tout ça. Et peut-être un collège des salariés. Donc tout ça est en construction. On a proposé l'idée, on a commencé à en parler à l'Assemblée générale de cette année, en mai 2022. Et on aimerait pouvoir voter ça en Assemblée générale 2023 l'an prochain, puisqu'il faut encore qu'on retravaille tout ça avec le CA. Mais voilà, dans l'idée, c'est qu'il y aurait des personnes référentes de ces collèges. Donc du coup, il va y avoir, même s'il y a des coopérants-coopérantes à l'heure actuelle du tiers-lieu qui font partie du CA de Bouillon Cube, ils ne font pas forcément partie avec leur casquette coopérants-coopérantes. Ils en font partie parce qu'ils étaient déjà dans le CA avant et qu'ils sont devenus coopérants-coopérantes par la suite. Donc là, l'idée, c'est peut-être qu'il y ait vraiment des référents-référentes des coopérants-coopérantes du tiers-lieu qui puissent être porteurs et porteuses de parole de ce qui se passe au niveau des coopérants-coopérantes dans les réunions plénières, et qui représentent du coup au niveau du CA cette voie-là. Ces voies-là, parce que du coup on partirait sur 2 personnes a priori par collège. Et ça, c'est des choses qui sont en pleine construction, en plein travail, mais c'est intéressant parce que justement en termes de gouvernance, ça permet d'avoir une meilleure représentation aussi de toutes les activités qui se passent sur ce lieu-là, la Grange.
On est en train de travailler tout ça avec le CA. On le présentera, on le fera voter en mai prochain. De manière, on a le temps. C'est quoi le besoin de basculer du système actuel? C'est de donner plus de place aux nouveaux projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les coopérantes du tiers-lieu, ils sont un peu déconnectés. Ils font leur réunion plénière. On est là, on discute, voilà. Et après au CA, alors il se trouve qu'il y a une des personnes qui est coopérante qui est au CA, mais elle n'y est pas en tant que au CA. Pendant les réunions CA, elle ne peut pas dire mais oui, mais nous, les coopérantes, on pense que faire, je sais pas, un spectacle dans l'après-midi, ça va être gênant pour tel truc. Enfin, elle peut, mais elle n'est pas légitime à ça. Alors que si réellement elle est élue par son collège de coopérantes pour siéger au CA de Bouillon Cube en tant que ça, et qu'elle, c'est pas qu'une question de défendre les intérêts, parce que là je dis le contraire de ce que je pense. C'est de co-construire ensemble avec tous les acteurs et actrices des différents pôles que représente le lieu. Dans l'ESS aujourd'hui, en gros, dès que tu es un peu une grosse association, c'est-à-dire en fait employeuse, je crois que ça s'arrête à ça. En tout cas sur les parties tiers-lieux, c'est la SIC, c'est le modèle prédominant, qui est super intéressant justement pour avoir des collèges d'adhérents. Enfin, vous connaissez, j'imagine, le modèle des SIC, qui est super intéressant pour plein de modèles certainement, mais qui, nous, avec l'historique qu'on a, etc., nous dérangeait aussi un peu quelque part. Même si ça permet cette participation, le collège des élus, un collège d'usagers, enfin ça pouvait vraiment avoir du sens. Mais il y a ce côté que quand même c'est une société. À un moment donné, c'est quand même une société. Même si une société, ça a quand même comme objectif de créer quand même à un moment donné quelque chose de monétaire aussi. Ça fait partie quand même des objectifs d'une société. Et que nous, ça nous a un peu dérangé ce truc un peu lobby de forcer un peu toutes les assos à passer en cycle à un moment donné. Et on défend pas mal en fait la 1901 dans son côté un peu militant, dans son côté justement éduc-pop, etc. Donc nous, ça nous en tout cas pour l'instant, on est assez fervente de défendre le statut associatif. Voilà. Moi je crains aussi que toutes ces SIC partout là, que dans 10-15 ans, on dise mais attendez, vous rigolez quoi, vous êtes une société. Oui. Il y a un truc à sauver, il y a un truc à faire gaffe, quoi. Voilà. Ouais. Après, c'est un pari aussi sur l'économie sociale et solidaire. Comment, tu vois, est-ce que ça peut à un moment être un vrai tiers secteur et avec une vraie réflexion sur... Est-ce que c'est pas déjà trop tard, en fait? Je sais pas, j'en sais rien. Mais en fait, ce serait... En fait, l'assaut 1901, c'est un... En fait, on peut faire tout ce qu'on veut dedans. C'est un très bon outil. Il est incroyable cet outil. L'article de loi est assez court. En fait, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas d'obligation de président, machin truc. Tu peux faire autant de collèges, tu peux moduler les... tant que tes statuts sont validés en préfecture, en fait, tu peux faire... Donc, en fait, prendre les choses qui nous semblent intéressantes de la SIC en gardant les choses intéressantes de l'assaut, voilà, ça pourrait être pas mal. C'est intéressant ce que Claire nous explique à propos du choix du modèle juridique et de ce que ça dit aussi du projet. Elle revendique vraiment la liberté en fait qu'elle trouve dans ce modèle de l'association Loi 1901. Elles ont une vraie proximité avec les gens et elles tiennent vraiment à ce que l'ensemble des activités soient accessibles pour une grande majorité en pratiquant une politique tarifaire inclusive avec des tarifs vraiment abordables. Il y a vraiment une honnêteté, une transparence dans ce projet et ça fait vraiment du bien. Ici vous avez la billetterie, donc quand il y a des spectacles ou des concerts, les gens passent par là pour prendre leur billet. Ah oui, chose qui est intéressante je trouve, moi ce que j'avais trouvé, c'est que les tarifs, donc c'est entre je crois 5 et 8 euros. Et peut-être, parce qu'il y a des spectacles jeunes publics qui sont encore moins, c'est 3 euros. Et il y a des tarifications réduites. Si la personne considère qu'elle entre dans cette catégorie-là de tarification, eh bien, elle y a droit. On considère qu'on n'a pas en fait à juger ou à demander à qui que ce soit. Et ça, c'était un point, c'est pas dans les visites, mais je trouve que c'est un point qui est intéressant à installer aussi si vous montez des lieux ou quoi. En fait, juste de marcher par la confiance et aussi par, pas toujours... culpabiliser les gens, je trouve que c'est déjà assez terrible comme ça quand on est dans une situation difficile. Bonjour. On est avec Clarisse
Et c'est possible que vous entendiez derrière les balances pour le concert de ce soir en préparation pendant notre conversation avec Clarisse du coup. Est-ce que tu peux te présenter du coup et expliquer ton lien avec la grange ? Ouais, alors moi je suis Clarisse et je coordonne les séjours jeunesse de Courbouillon, petite sœur de Bouillon Cube. Et voilà. Et comment tu as entendu parler de la grange ? Et je connais la grange depuis longtemps, depuis que je suis ado, parce que j'ai grandi pas très loin d'ici et que j'avais des amis au lycée qui habitaient au Cos de la Selle et qui... Ouais. Et oui, du coup, j'avais des amis qui habitaient au Cos de la Selle et qui connaissaient bien la grange par leurs grands frères ou grandes sœurs et tout ça. Et du coup, nous, on venait faire les soirées le vendredi soir à la grange, quoi, quand on pouvait. Je crois qu'on a passé un nombre de vendredis soirs ici incalculable pendant nos années de lycée. Ouais, c'était chouette. Et comment vous veniez du coup au lycée ? Parce que t'as pas le permis en fait quand t'es au lycée. On en avait certains qui avaient redoublé, du coup, qui avaient le permis. Et sinon, on était bien motivés et on venait en stop. Parce que en Cévennes, si t'as pas le permis, t'apprends vite à faire du stop ou alors tu sors pas beaucoup de chez toi, quoi. Et nous, on était quand même bien débrouillards et on a très vite fait du stop. Et je me souviens, des fois, on partait à 21h sur des coups de tête. Allez, venez, on va à la grange et tout, ça va être cool. On prenait même pas spécialement de tente. On dormait soit chez les copains, soit à l'arrache sur le parking. Enfin, c'était la vadrouille, quoi. C'était cool. Donc ça, c'est le théâtre, voilà, qu'on a construit en 2016 pour nos 10 ans. C'était notre cadeau de 10 ans. Et voilà, et il est trop bien, on l'adore. Du like ? Ça va ? Très bien, merci. Ouais, super. Ça t'embête si on visite le kiosque après 5 minutes ? On va pour 3 minutes. Hein. Je ne suis pas encore rentrée dans ce niveau de détail, mais en fait on a 2 assos. On a l'asso Bouillon Cube et l'asso Courbouillon. Voilà, parce que du coup, toutes les activités jeunesse, quand on fait la présentation globale, on le présente comme une des activités parce qu'en fait, la structure juridique, on s'en fout. Mais en réalité, il y a 2 structures juridiques. Une qui s'occupe vraiment de tout ce qui est accueil de loisirs de mineurs, tous les ACM, vraiment les centres aérés, et l'autre qui s'occupe de tout le reste. C'est important de le dire parce que par exemple, l'EVS, c'est Bouillon Cube. Petite pause pour simplement vous préciser que l'EVS dont parle Claire, ça désigne l'espace de vie sociale, la boussole. C'est important de le dire parce que par exemple l'EVS c'est Bouillon Cube. Voilà. Ouais. C'est Bouillon Cube. Courbouillon c'est uniquement les ACM. Les accueils de collectifs de mineurs, donc vraiment centre aéré, agréé jeunesse et sport. Parce que il y avait 2 bonnes raisons. Une première raison, c'est que dans notre CA, il y a des parents des enfants des ACM qui venaient et qu'en fait ils avaient du mal à... pendant un CA de 3 heures, on allait parler un quart d'heure de ça et du coup c'était devenu compliqué. Donc pour générer une vie associative et également parce qu'on on a fiscalisé les activités de Bouillon Cube et que s'il fallait prendre 20% sur ce que les parents donnent pour le centre aéré de leurs enfants, ça devenait vraiment indécent. On a 7 000 € de subvention des 4 communes pour le centre aéré d'ici, pour les communes. Je suis élue par ailleurs à la mairie du Cos. C'est énorme ce qu'on demande à la mairie. C'est énorme. Le budget de la mairie il est plus petit que le nôtre. Et on leur demande 7 000 € pour tenir le centre aéré et c'est pour le tenir en survie. En réalité, heureusement que Bouillon Cube est à côté, quand il faut du matériel, quand il faut tout ce que Bouillon Cube a sert à Courbouillon, sinon c'est intenable. Centre aéré associatif en milieu rural, c'est intenable. Évidemment, pour un projet d'une telle ampleur, on s'est un peu demandé quelles étaient les différentes sources de financement. Quand on a fait notre visite avec Estelle, elle nous expliquait que, en gros, en ce qui concerne le budget total de l'association Bouillon Cube, les 3/4 sont des subventions publiques et le quart restant provient des recettes propres qui vont être générées par les billetteries et le bar. L'association a par exemple bénéficié du Fonds Leader, qui est un programme européen qui vise à soutenir des projets de développement en milieu rural, et ça leur a permis notamment de construire le kiosque, qui est le seul espace intérieur ERP du site, ERP pour établissement recevant du public, dans lequel l'association peut accueillir notamment des spectacles jeunes publics avec une jauge qui peut aller jusqu'à 50 spectateurs, mais c'est surtout un espace qui est mis à disposition auprès des associations locales pour des cours de yoga, des cours de danse, pour des résidences, etc.
Et comment elles sont financées les activités qui sont proposées à la Boussole? Alors, les activités à la Boussole, donc l'EVS, Espace de vie sociale, c'est un programme qui est issu de la CAF. Et donc en fait, c'est l'une des rares aides sociales qui permet de financer un poste à hauteur de 20 heures par semaine. Et en fait, c'est la CAF de l'Hérault qui finance ce poste-là pendant, alors je sais plus combien de temps, mais il y a une période de préfiguration, donc un peu une année test, c'est notre année test. Et ensuite, on est validé, confirmé ou pas par la CAF. Et ensuite, je crois, pendant 3 ans, on a un financement pour ce poste-là. C'est important quand même à dire ça sur le foncier de base. On l'a acheté donc à 3 il y a 15 ans. Et du coup, tout ce qui est bâti, voilà, tout ce qui est vraiment du mur, de la pierre, etc., c'est nous qui le prenons en charge personnellement sur faire des crédits, etc. perso. On ne veut pas d'argent public du tout sur la partie foncière du bâtiment. Okay. Et tout ce qui sort de la prise, tout ce qui sort de la prise, on a du financement, on a eu 2 leaders sur la mise en place du tiers-lieu. Parce qu'on est sur un territoire rural avec du leader. Voilà. Après, c'est pas pareil partout, mais on a eu 2 leaders. On a eu un leader aussi pour construire le kiosque en bois qu'on va aller voir tout à l'heure. On a eu du coup les 15 000 € de la région, enfin les 3 fois 5 000, mais que nous on a mis d'un coup sur de l'équipement. Ouais. Voilà, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et ça a permis de payer sur tout le mobilier du tiers-lieu, c'est fabriqué par un ébéniste local, tout ce qu'on a pu, les tables, les chaises, les ordis, les imprimantes, tout ça c'est leader. Voilà. Et aujourd'hui, en fonctionnement, vous êtes à quel pourcentage d'argent public et d'autofinancement? 75-25. Ils m'ont demandé ma formation l'autre jour, je l'ai calculé rapidement. Donc, 75 argent public et 25 de fonds propres. 25 de fonds propres, mais bon, ça c'est sur le budget prévisionnel. C'est très compliqué quand même parce que, en fait, là on est sur le mélange entre les budgets saison, vente de bars, de buvettes, d'entrée, etc. 2019. Parce qu'on n'a pas fait de vraie saison depuis, qu'on mixe avec le nouveau projet tiers-lieu qui a ouvert qu'en septembre. Ouais. Donc tu vois, sur 2022, c'est un peu la pataugeoire quand même. Et 2019, on était plutôt sur même plus que 30, 35, 65. Et là, je suis sur une évaluation, parce que les festivals râlent énormément, tout est vide, machin, donc je suis sur une estimation de billetterie très très basse pour cette année. Et en fait, ça va changer vite, tu vois, c'est vite... parce qu'apparemment, c'est la galère un peu partout. Ouais. Les gens ont du mal à retrouver le chemin. Ils sont passés sur d'autres pratiques. Et aussi, et ça, nous là, ici, localement, et c'est comme ça, et je me réjouis que ce soit hyper vivant, mais il y a une surproposition. Mais c'est... Là, ce soir, il y a à 20 km à la ronde, il y a 10 concerts, quoi. Mais en même temps, c'est de la dynamique. On ne voit pas non plus... moi, je ne peux pas accepter d'être contre ça, quoi. C'est génial aussi. Mais du coup, voilà, je suis très, très raisonnable sur la billetterie cette année. Voilà. On verra. On a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la NCT, qui a un programme qui s'appelle Nouveaux lieux, nouveaux liens, qui est le dispositif du coup Fabrique de territoire, auquel on a répondu en décembre 2019 et on a eu l'accord en 2020 avec une convention sur 3 ans. Voilà, là on arrive à la fin de l'année du coup. C'était sur 20, 21, 22. On arrive sur la fin de l'année de cette convention-là et c'est une convention qui a permis d'avoir un financement important de 50 000 € par an et qui a permis effectivement, nous, de structurer le projet, de pouvoir recruter aussi des personnes et de pouvoir bosser aussi sur les réseaux, sur l'accompagnement, sur la transmission autour de la question des tiers-lieux, voilà, d'une manière différente de ce qu'on avait avant. Et du coup, qu'est-ce que vous envisagez après 2022, à la fin en fait, de Fabrique de territoire? Alors il y a 2 choses. En soi, le projet tiers-lieu continue, qu'il y ait financement ou pas, ça c'est clair, il est là et pour l'instant... Après, il y a la question du financement. La question du financement, on l'a travaillé dès le début, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a su qu'il allait y avoir ce financement-là, on a su aussi que c'était une fragilité pour nous, puisque c'est la première fois qu'on avait un financement aussi important. Parce que la spécificité de Bouillon Cube, c'est justement, comme on a multi-casquettes, plusieurs champs d'activité, on a plein de multi-financements. Il y a des financements qui ne sont pas forcément très importants, mais plein de petits financements à hauteur de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, selon les partenaires.
Mais du coup, on n'est pas sur un financement important qui, s'il s'enlève, fragilise énormément la structure. Là, pour le coup, 50 000 €, ça fait quand même la différence. Donc effectivement, dès l'annonce de ce financement, on a déjà anticipé la suite. La suite, ça passe par de l'autofinancement, peut-être en développant l'organisme de formation, donc en faisant vraiment de la formation qui permette de faire une entrée du coup d'argent sur l'association. C'est aussi continuer à en chercher les différents appels à projets, les différents appels à manifestation d'intérêt, soit sur la partie tiers-lieu, soit sur la partie culture aussi, notamment avec la DRAC. Là, il y a un financement aussi qui vient d'être alloué à Bouillon Cube autour d'un projet d'innovation territoriale qui est du coup un financement de DRAC. Qui est vraiment pour tout ce qui est l'action culturelle avec les publics en territoire et notamment avec les structures sociales du territoire. Donc ça, c'est des choses qu'on mène depuis 15 ans sur le territoire, mais il y a du coup une reconnaissance aussi là et puis une envie d'accompagner Bouillon Cube dans ce projet-là. Donc c'est pareil, c'est un conventionnement sur 3 ans, donc ça vient faire un tuilage avec le conventionnement qu'on a eu là pendant 3 ans. On a développé aussi un espace de vie sociale entre-temps, qui n'était pas à l'origine dans le tiers-lieu, mais qui s'est développé aussi pour répondre à des besoins, notamment sur l'accueil d'adolescents, adolescentes, sur toute la dynamique aussi citoyenne et des habitants, habitantes du Causse et Vallée de la Buège, donc les 4 communes du bassin de vie, le plus proche. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qui structurent et mine de rien qui amènent aussi un financement de la CAF qui est important, à hauteur de 35 000 €. Donc voilà, c'est des choses qui... évidemment en face il y a un poste à la clé, mais voilà, c'est quand même des choses qui aident la structure aussi et qui répondent à d'autres projets aussi et d'autres enjeux. Donc voilà, on anticipe en tout cas cette fin de conventionnement depuis le début. Et avec ces 16 années d'expérience, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner ? Des conseils, oui. Ou des erreurs à éviter ? Ouais. Non, les erreurs en fait elles sont hyper formatrices et constructives. Donc après, je pense plutôt... je pense que le premier conseil c'est de dire que c'est un énorme boulot. Clairement. Enfin, nous, on est des acharnés de boulot, clairement, c'est sûr. Et qu'il faut... Il y a beaucoup de personnes, comme vous, mais comme plein d'autres, qui viennent depuis 16 ans nous voir, avec qui ont des étoiles dans les yeux. On leur dit ça à chaque fois. On dit, effectivement, c'est magique et c'est beau ce qu'on a réussi à construire, mais c'est énormément d'investissement, d'engagement et de travail. Donc, voilà. Je sais qu'on n'est pas tous et toutes égales face à ça et qu'on n'a pas forcément les mêmes envies, mais en tout cas si on veut partir sur un projet comme ça, il faut se dire que c'est qu'on lâche rien, que notre vie elle est dévouée à ce projet-là et que c'est un réel engagement, Ça c'est clair et net. La deuxième chose, après c'est effectivement, je pense, avoir des valeurs au-delà des activités, du projet, des choses qui... surtout maintenant, avec la question des tiers-lieux, il y a beaucoup de choses qui sont... il y a beaucoup d'injonctions, il y a beaucoup de choses qui sont, j'ai l'impression, déjà préconstruites, préfabriquées, parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est très à la mode aussi, et c'est super parce qu'en soi, le modèle est chouette. Après, je pense que vraiment, ce qui est important, c'est de définir avant tout qu'est-ce qu'on défend en termes de valeurs et de lignes conductrices. Voilà. Et puis après, ça c'est compliqué à voir, mais je pense que pour le coup, c'est un conseil, mais c'est un faux conseil parce que ça dépend vraiment des personnes. Mais en tout cas, nous, avec Claire, on se connaît depuis 25 ans maintenant et on forme une équipe qui est vraiment géniale. Il y a une super complémentarité entre nous et ça fonctionne très bien. Et c'est d'une part très beau et en même temps, je pense que c'est aussi, ça fait partie des valeurs qu'on défend, c'est-à-dire que de pouvoir travailler avec les personnes qu'on aime, qui font partie de ses amis. Et de se définir son lieu de vie, son boulot et son cadre de vie de manière générale, c'est un luxe et en même temps c'est une bataille, comme je le disais, parce que c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, mais c'est un sacré luxe, et c'est absolument génial. Vous enregistrez là ? Oui, j'étais en train de faire un bruit de fond, mais c'est pas grave. Dans le plat.
Ce soir, c'est l'ouverture de la saison culturelle La Mixture, dont on nous parle depuis qu'on est arrivé ici, avec Emmanuel Martin qui a interprété des chants carnatiques d'Inde du Sud, et Gulay Aser Toruk qui nous a fait voyager sur sa terre d'origine en Anatolie, avec ses poèmes chantés et sa voix transcendante. Un moment suspendu tout en douceur. On remercie Élise, Claire, Estelle et toute l'équipe de Bouillon Cube pour le temps qu'elles nous ont accordé. On ne cesse de faire des rencontres merveilleuses depuis le début de notre voyage. Parmi elles, il y a notamment eu Stéphanie, rencontrée à la Grange, qui porte un projet de tiers-lieu agriculturel, donc c'est-à-dire un lieu qui mêle à la fois agriculture et culture, et notamment cinéma. Et donc on a décidé de lui consacrer le prochain épisode parce que la particularité de ce tiers-lieu, c'est qu'il n'existe pas encore. Yoksa